Bonjour. Nous commencerons aujourd'hui une série de 3 cours consacrés, comme vous le voyez, à la nouvelle anthologie des poèmes de jadis et d'aujourd'hui, le Shinkokin Wakashu, qui sera la dernière étape de la quête de cette année, qui nous mène à travers les séries de poèmes consacrés aux dieux japonais dans les 8 premières anthologies officielles. Le Shinkokin Wakashu étant la dernière de ces Hachidaishu, n'est-ce pas, qui sont en quelque sorte les collections canoniques, les 8 premiers modèles qui ont influencé toute l'histoire postérieure. Il est à peine besoin de rappeler l'importance de ce 8e recueil impérial qui clôt l'époque de Heian, tenu désormais pour l'âge d'or de la littérature japonaise, et annonce l'ère nouvelle de Kamakura. On pourrait dire que techniquement le Shinkokinshu est de l'époque de Kamakura, bien sûr, puisqu'elle commence à la fin du XIIe siècle, et comme vous allez le voir, c'est un recueil qui est daté de 1205. Mais évidemment, pour tout ce qui est du milieu culturel dont il est issu, il faut le considérer comme la fin de Heian. Avec le Manyoshu et le Kokinshu, il constitue la trinité canonique de la poésie japonaise. Son titre même manifeste les très hautes ambitions de l'empereur qui l'a commandité et de ceux qui se sont attelés à sa compilation. Shinkokinshu, le nouveau Kokinshu. Il fallait, 3 siècles après le Kokinshu, présenter un nouveau miroir de la poésie japonaise telle qu'elle s'était développée depuis cet archétype, mais aussi renouveler les critères de choix et remettre en valeur des œuvres auparavant délaissées. Le recueil fut commandé en 1201 par l'empereur Go-Toba. Né en 1180 et mort en 1239, celui-ci avait régné de 1183 à 1198, avant d'être obligé à abdiquer par Minamoto no Yoritomo, le premier shogun de l'époque de Kamakura. Il vécut de 1198 à 1221 la vie d'un empereur retiré, mais avec beaucoup moins d'influence que ses prédécesseurs, à cause évidemment de la nouvelle configuration politique, puisque l'empereur et le clan impérial étaient pratiquement privés de pouvoir. On sait qu'il eut la malencontreuse idée de vouloir rétablir son pouvoir en fomentant une révolte des clans guerriers et des nobles contre le nouveau pouvoir shogunal. Mais cette tentative, connue sous le nom de coup d'État de Jōkyū no Hen, en 1221, fut défaite, et les nouveaux maîtres s'en trouvèrent renforcés. L'empereur retiré, Go-Toba donc, fut exilé aux îles Oki. De retiré, il devint exilé. Les îles Oki, un petit archipel isolé de la mer du Japon, où il mourut en 1228. Cet exil ne fut pas sans conséquence sur l'histoire littéraire. En 1201, 11 ans seulement après le Senzaishu, donc, ce qui est l'intervalle le plus court séparant 2 des 8 premiers recueils, le Senzaishu, le 7e recueil, la tâche d'élaborer le Shinkokinshu fut confiée à un petit groupe de lettrés qui comprenait parmi les meilleurs poètes du temps, dont nous retiendrons ici les noms de Fujiwara Teika, 1162-1241, nous reverrons tous ces noms tout à l'heure, l'illustre fils de Shunzei et la cheville ouvrière de l'entreprise, Teika donc, Fujiwara Ietaka, 1158-1237, poète de renom et beau-frère puisqu'il en avait épousé la sœur d'un autre participant, le moine Jakuren, qui est mort en 1202, que nous avons aussi déjà rencontré. Ces lettrés furent regroupés dans un bureau de la poésie, Wakadokoro, dont il semble que fit partie également le grand Jien, que nous connaissons bien et que nous reverrons jusqu'à la fin de ce cours, 1155-1225, ainsi que Jien le dit lui-même dans la préface de l'un de ses recueils, que nous allons voir à la fin d'aujourd'hui. Cela n'aurait rien d'étonnant si l'on se rappelle la faveur dont jouissait ce lettré auprès de l'empereur Go-Toba, donc Jien a été une sorte de participant caché de ce recueil, de compilateur caché. Le travail ne se fit pas sans conflit, car les opinions de l'empereur Go-Toba et de Teika n'étaient pas en harmonie. Le poète remit cependant l'œuvre achevée en 1205. Si les histoires de la littérature japonaise donnent parfois l'année 1216 comme date de la complétion de l'ouvrage, c'est que Go-Toba emporta ce recueil dans son exil et y travailla ensuite tout seul, retirant les pièces qu'il n'approuvait pas et que Teika avait insérées. On dit qu'il en supprima jusqu'à 400, et l'état final, connu sous le nom de édition de Okibon du Shinkokinshu, est importante pour l'histoire du waka, car l'empereur déchu rédigea en même temps un bref traité, le Go-Toba no-in Gokuden, où il met en ordre ses idées sur la poésie et règle ses comptes avec Teika,
Gotoba no in Gokuden, Kuden, n'est-ce pas, Kuchi ni tsutaeru, c'est-à-dire les traditions orales, les augustes traditions orales de l'empereur retiré Gotoba. Il continua lui-même donc à composer de la poésie et fit un recueil de ses vers. Nous n'irons pas plus avant dans l'histoire politique et poétique, aussi compliquée l'une que l'autre, qui entoure la confection de ce recueil. Je renvoie pour l'instant à l'excellent article de Robert Brower et au livre très complet de Robert Huey, qui sont de fort bonnes descriptions historiques et littéraires. Nous avons donc Robert Brower a traduit le Gotoba no in Gokuden sous le nom de Ex-Emperor Gotoba's Secret Teachings. Et il y a surtout, c'est en 1972 dans le Harvard Journal of Asiatic Studies. Et Robert Huey a fait The Making of Shinkokinshu en 2002. Vous pouvez trouver cela sur Internet. Le Shinkokinshu, donc, comporte, dans l'édition généralement admise, pré-Hokkien, si j'ose dire, donc c'est-à-dire celle qui n'a pas été remaniée par l'empereur, telle qu'on la trouve dans les grandes collections modernes, 1978 ou 1979 poèmes, environ 2000 donc, comme disent les préfaces, ce qui en fait la plus longue des 8 anthologies. Et parmi les plus longues des 21, puisque les deux autres qui peuvent rivaliser sont le Gyokuyoshu, n'est-ce pas, qui comporte 2800 poèmes, et le Shinsenzaishu, 2364 poèmes qui sont postérieurs. Les poètes les mieux représentés sont les contemporains, et spécialement les moines, ce qui est très important pour notre propos. Saigyo, par exemple, le grand Saigyo, a 94 poèmes, et Jien vient immédiatement après Saigyo avec 92 poèmes, ce qui donne une idée de son rôle dans ce recueil. Shunzei, que nous avons vu, en a 72, Jakuden, 35. Mentionnons aussi Teika, bien sûr, le rédacteur en chef, si j'ose dire, avec 46 poèmes, et la princesse Shikishi, qui fut d'abord Vestale, n'est-ce pas, la Vestale de Kamo, et puis nonne, avec 49 poèmes. Une caractéristique on ne peut plus symbolique du Shinkokinshu, dans son désir sinon remplacer, du moins se mettre au niveau du Kokinshu, est qu'il présente 2 préfaces, l'une en chinois, l'autre en japonais. L'intention d'imiter ainsi pleinement l'archétypal Kokinshu est manifeste. Mais alors que dans ce dernier, la préface chinoise de Kino Yoshimochi avait été reléguée en fin de volume, occultée qu'elle fut par la préface japonaise de Kino Tsurayuki, je ne reviens pas là-dessus, n'est-ce pas, c'était la matière de l'un des cours, le nouveau recueil place la préface chinoise en premier, comme c'est normal, et la japonaise en second, restaurant ainsi l'ordre naturel. Mais il faut reconnaître que c'est encore une fois le texte japonais qui représente la source la plus précieuse pour se faire une idée des intentions et des motivations des compilateurs, ainsi que de l'ambiance intellectuelle dont ils étaient imprégnés. La préface japonaise est l'œuvre d'un auteur qui est loin de nous être inconnu, puisqu'il s'agit de Fujiwara no Yoshitsune, 1169-1206, le 3e poète le plus représenté du recueil, après donc Saigyo et Jien, avec 79 poèmes, dont l'un ouvre l'anthologie. C'est Yoshitsune, donc le préfacier, a son poème en premier dans le recueil, ce qui n'est pas un hasard, bien sûr. Mort à 37 ans, ses poèmes à thème bouddhique sont nombreux et repris dans les recueils du genre, ce qui nous indique bien sûr le sérieux de ses préoccupations religieuses, dont nous ne trouverons que peu de traces explicites dans le texte, je vous préviens tout de suite. La préface chinoise, elle, est l'œuvre de Fujiwara no Chikatsune, 1151-1210, docteur ès-lettres, c'est-à-dire Monjo Hakase, et qui fut l'un des meilleurs écrivains de style chinois en prose et poésie de son époque. Malgré les différences de contenu dues aux plus grandes contraintes de la rédaction chinoise, les 2 textes peuvent être lus en parallèle, car ils suivent à peu près le même développement. Je me référerai au texte chinois quand il faudra souligner ces différences. Il est donc temps de nous y plonger. Le ton nous semblera familier par le vocabulaire, avec cependant des nuances nouvelles. Voici le début, n'est-ce pas? Yamato Utawa, Mukashi, Ametsuchi Hirake Hajimete, Hito no Shiwaza, Imada Sadamarazari shi Toki, Ashihara no Nakatsukuni no Koto no Han toshite, Inada Hime Suga no Sato yorizo, Tsutaware ri Keru. Vous voyez tout de suite
ce qui rapproche du Kokinshu et d'autres préfaces que nous avons vues, et ce qui en diffère un peu. On commence par les chants du Yamato, Yamato-uta, furent transmis du bourg, alors Sato, n'est-ce pas, c'est très difficile à traduire, l'agglomération, ce n'est pas le village non plus, c'est en réalité, ici un sanctuaire, n'est-ce pas, donc du bourg de Suga, de Kushi Inada-hime, comme feuille des paroles du pays central de la plaine des roseaux, dans le passé où le ciel et la terre venaient de se déployer et que les activités humaines n'étaient pas encore fixées. Ça, c'est très intéressant, nous reviendrons là-dessus. Ce début de Yoshitsune fait écho à plusieurs phrases du second paragraphe de la préface de Tsurayuki. L'allusion à la création du monde, aux feuilles des paroles du Japon, Kotonoha, Kotoba, et au premier poème prononcé par Susanoo no Mikoto lorsqu'il prit pour épouse Kushi Inada-hime et l'installa à Suga en Izumo, n'est-ce pas? Yagumotatsu Izumo. L'origine divine de la poésie est donc rappelée comme de juste. Mais il vaut la peine de s'arrêter sur la façon dont Yoshitsune remanie les termes. Nous avons vu que dans les 3 préfaces des recueils que l'on trouve avant celle-ci, le terme de kotowaza apparaissait à chaque fois dans les premières lignes du texte. On se rappellera que dans le Kokinshu, il avait la nuance de faits et gestes, d'activités humaines, pour prendre dans la préface du Goshu-ishu celui d'obligation politique, Yorozu no kotowaza, équivalent de banki, avant de trouver dans celle du Senzaishu ce sens définitif d'acte de parole, koto no waza, kotoba no waza, d'acte de parole par excellence qu'est la poésie japonaise, c'est-à-dire le waka. Nous avons vu que c'était sans ambiguïté un synonyme de waka, et c'est ainsi que le prennent les commentateurs, dans le Senzaishu, donc avec Shunzei. On se rappelle que l'exact contemporain de Yoshitsune et son collaborateur dans la compilation du Shinkokinshu, Jien, l'utilise aussi en ce sens dans ses écrits sur la poésie japonaise, et nous allons revoir tout à l'heure ce passage. Que Yoshitsune ait eu à l'esprit le passage correspondant de la préface du Kokinshu ne fait aucun doute, car nous retrouverons quelques pages plus loin dans cette préface de Yoshitsune le calque presque parfait de la phrase de la préface du Kokinshu, qui était Yononaka ni aru shito kotowaza shigeki mono nareba. Vous savez, lorsque les activités des hommes se font, des hommes de ce monde où nous vivons, se font multiples, se font abondantes, luxuriantes, on retrouve donc cette expression sous la forme amenoshita shigeki kotowaza, les activités abondantes de l'empire, n'est-ce pas, du monde. Donc vous voyez, kotowaza shigeki mono et shigeki kotowaza, c'est une allusion directe. Ici, Yoshitsune choisit le mot shiwaza, et non pas kotowaza, encore employé en langue moderne, très proche de kotowaza par le sens. Acte, œuvre, fait, ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Shiwaza, encore maintenant, on l'emploie couramment. Il reprend donc clairement un quasi-synonyme de kotowaza, dans un sens aussi peu usuel, celui de poésie, activité poétique. On le comprend très clairement que ce shiwaza imada sadamaraza nishi toki veut dire ici poésie. On le comprend très clairement parce que la phrase où il l'emploie correspond étroitement à celle du Kokinshu. Moji no kazumo sadamarazu. Le nombre de lettres non plus n'était pas fixé. Vous vous souvenez, c'était dans la préface du Kokinshu, on disait que les premiers poèmes divins, qui précédaient en quelque sorte le poème de Susanoo no Mikoto, n'étaient pas encore fixés dans leur nombre, qui décrit la situation de la poésie, donc ce Moji no Kazu Imada Sadamarazu, la poésie à l'âge des dieux. On peut donc penser qu'il s'agit de la même phrase sous une formulation différente, et non une simple affirmation sur les activités humaines en général, qui n'aurait pas grand sens ici. Yoshitsune poursuit. Shika arishi yori kono kata, sono michi sakari ni okori, sono nagare, ima ni tayuru koto naku shite, iro ni fukeri, kokoro o noburu nakadachi toshi, kokoro o noburu nakadachi toshi, yo osame, tami o yawaraguru michi to seri. Vous voyez que je prends le texte où il y a le moins de kanji possible, d'abord parce que ça multiplie les possibilités d'interprétation. C'était sans doute la rédaction ancienne. Vous trouverez des éditions où l'on met plus de kanji qui sont insérés par les commentateurs. Il faut rester, je pense, le plus possible dans ce genre de texte auprès de ce qui était la forme
probablement la plus ancienne, celle qu'on voit ici. Évidemment, ça complique un peu la lecture, puisque lorsqu'il n'y a pas de kanji, ça devient plus difficile. Le mot nakadachi désigne non seulement l'intermédiaire en général, c'est encore un mot courant, mais aussi l'entremetteur ou l'entremetteuse dans les affaires de cœur. Yoshitsune reprend donc l'idée de la double... Alors, excusez-moi, je vais d'abord traduire ce passage. Dès lors, shika arishi yori konokata. Dès lors, cette voie prit son essor. Sakari ne okori. On verra des homonymes de cette expression tout à l'heure aussi. Donc, cette voie prit son essor, et sa tradition, nagare, son courant, ne s'interrompit jamais. Elle se fit intermédiaire de l'expression du cœur, kokoro no nakadachi, pour qui était plongé dans l'amour, ido ni fukeri. Alors, ido ni fukeri, ça veut dire l'amour et, comme vous savez, le monde matériel, le visible chatoyant. Mais ici, ça veut certainement dire, ça correspond à quelque chose dans le Kokinshu qui correspond donc aux relations amoureuses. Donc, elle se fit l'intermédiaire de l'expression du cœur pour qui était plongé dans l'amour et voie d'apaisement du peuple pour qui dirige la société. Yo-osame, évidemment, c'est Yononaka, c'est Amenoshita, c'est-à-dire le monde des hommes et le monde japonais. Donc ce mot de Nakadachi désigne l'entremetteuse dans les affaires du cœur. Et Yoshitsune reprend donc l'idée de la double dimension de l'activité poétique, les relations entre hommes et femmes d'une part, et l'entretien des rapports sociaux de l'autre. Cette phrase fait donc écho à celle du Kokinshu, que je vous rappelle seulement en traduction. Ce qui, sans recours à l'effort, remue ciel et terre, inspire la pitié aux esprits invisibles, adoucit les rapports entre hommes et femmes, apaise le cœur des farouches guerriers, c'est la poésie. On voit que Yoshitsune en évacue la partie surnaturelle, là où on inspire la pitié aux esprits invisibles, et c'est effacé par Yoshitsune, qui rabordera plus timidement le surnaturel un peu plus tard. La préface chinoise de Chikatsune est très proche par le sens général, tout en restant naturellement dans une tonalité plus continentale, c'est-à-dire directement inspirée par les classiques chinois. Sore waka naru mono wa, n'est-ce pas? Alors, ici, guntoku no so, hyakufuku no shu nari. Donc, ainsi, la poésie japonaise est la base des mérites et l'origine des bonheurs. Je reviendrai un instant sur ça. Genshoten narite, gosai rokujo no gi, imada ichijiruku sezu, suga no chi shizuka narite, 31 moji no e hajimete okori. Donc, alors que les phénomènes célestes s'étaient constitués et que les 5 relations et les 6 sentiments n'étaient pas encore apparus en la terre de Suga, la composition en 31 lettres surgit pour la première fois. Vous voyez comment c'est tourné à la mode chinoise, n'est-ce pas, ce qui a été dit tout à l'heure en japonais. Et évidemment, nous voyons ces 5 relations et ces 6 sentiments qui sont des notions tout à fait confucianistes, n'est-ce pas? Gosai, c'est-à-dire les relations père-fils, frère aîné, frère cadet, et souverain-ministre, bien sûr, Gunshin, Fushi, Keite, n'est-ce pas? Ensuite Fufu et Shinyu. Et les 6 sentiments donc, sont la joie, la colère, la tristesse, le plaisir, l'amour, la haine. Alors, Koreyori konokata, n'est-ce pas? Genryu makoto ni shigeku shite. Là, vous avez encore ce mot shigeki que l'on retrouve ici. Dès lors, ce courant se fit réellement abondant. Et malgré les différences de longueur, que ce soit pour exprimer geijo o nobete, kiku tokoro ni tasite, kiku ni tasu, aruiwa jotoku o nobete chikashite, aruiwa yuen ni zoku shite, kokoro o kakite. Donc, ce sont les différentes modalités de l'utilisation des poèmes. Et vous voyez ici, enshoku autorité, koto o yoseru, c'est ce qui est l'équivalent de iro ni fukeri tout à l'heure. Donc, dès lors, ce courant se fit réellement abondant. Et malgré les différences de longueur,
que ce soit pour exprimer le sentiment des inférieurs et le faire parvenir à l'ouïe du souverain, à l'oreille du souverain, que ce soit pour relater la vertu du supérieur pour l'édification du peuple, que ce soit pour mettre par écrit ses impressions lors des banquets. Et là, on voit tout à fait les banquets à la chinoise, n'est-ce pas, où on échange des poèmes en chinois. Ou bien s'adresser à la beauté que l'on aura choisie, il constitue véritablement le parangon de la direction de la société et de l'attention au peuple, le modèle de la complaisance des cœurs et de la dilection des choses. Makoto ni kore yo osamu, tami o nagusamuru no kouki, kokoro o shojite, koto ni tashimu no kikan naru mono nari. Donc, vous voyez, c'est le modèle de la complaisance des cœurs, de la dilection des choses. La concision du chinois permet de formuler davantage, mais nous voyons que la portée est la même, comme d'ailleurs dans la préface du Kokinshu, à laquelle renvoient de nombreuses allusions. Le waka a un rôle individuel, social et politique, qui prend sa source dans une origine qui remonte presque à la création du monde. Remarquons en passant que les deux mots sino-japonais toku et fuku du début, auxquels on n'a pas prêté attention, réunis ensemble, forment le composé fukutoku, qui est plutôt bouddhique et désigne les mérites. C'est un synonyme de kudoku. Terme qui apparaît par exemple dans le Konjaku Monogatari Shu, rédigé sans doute au début du XIIe siècle. Mais cela ne signifie pas forcément que l'auteur ait voulu donner ici une tournure bouddhique évidente à sa phrase, même si un tel lettré devait sans doute en être conscient. Les deux préfaciers, je les mets ici en parallèle, passent ensuite de concert au rôle des empereurs dans la préservation de la tradition poétique. Parce que le temps presse un peu, je ne peux pas lire à chaque fois l'ensemble des textes, cela nous prendrait trop de temps. Bon, Kakari Kedeba, puisqu'il en était ainsi, écrit Yoshitsune, les empereurs, en leur règne successif, Yoyo no Mikado, ne les ont pas rejetés, Kore o Sutetamawazu, et les anthologies qu'ils ont laissées devinrent l'objet de prédilection, mote asobimono, n'est-ce pas, ça veut dire littéralement le jouet, des ie, alors des grandes familles. Cela pourrait désigner les générations de poètes, mais ici c'est plus probablement la cour, les kugyo, n'est-ce pas, la cour impériale. Donc des grands, et alors ici une expression un peu contournée, n'est-ce pas, kotoba no hana nokoreru konomoto kataku. Ensuite, omoi no tsuyu motareru kusa ga kakure mo aru bekarazu. Et fermes qu'étaient les racines des arbres dont provenaient les fleurs des mots, il n'aurait pu y avoir, cachées sous les herbes, de perles de rosée qui échappent à la pensée. Si cette phrase nous semble encore une fois quelque peu contournée, il suffira de nous reporter à la préface chinoise pour en obtenir le sens. Voici la préface chinoise, n'est-ce pas? Vous voyez qu'elle dit à peu près la même chose que l'autre, que la préface japonaise, et il finit par les mots Nani motte, alors Rodatsu ou bien Morenuka-san. Il finit donc par le mot. Pour cette raison, sous les illustres règnes des saints empereurs, ils furent recueillis en anthologie, dont chacune excellait en minutie. Comment aurait-il pu y avoir des poèmes qui aient échappé à la sélection? Nous voyons en passant comment, dans la transposition en japonais, l'usage des mots d'appel, les engo, n'est-ce pas, métamorphose la phrase japonaise en quelque chose qui nous semble d'un tout autre monde que la phrase chinoise, qui est beaucoup plus concise. Et nous voyons ici comme en surimpression la façon dont la culture japonaise, prenant l'axe, je dirais presque l'os de la phrase chinoise, la métamorphose par une rhétorique tout à fait typique et qui passe pour le mode d'exposé normal à l'époque de Heian. Nous allons revoir encore tout à l'heure. Yoshitsune poursuit donc. Cependant, alors là encore nous avons ici une phrase assez compliquée. Ise no umi kiyoki nagisa no tama wa hirou mo tsukuru koto naku, izumi no pardon. Alors, izumi no soma shigeki miyagi wa hikutomo tayu bekarazu.
faites attention au fait que tsukuru, évidemment, ça vient du verbe tsukiru ici, c'est pas tsuku, tsukiru, tsukite, ce n'est pas le verbe tsukuru fabriqué. Cependant, les perles des plages de la pure mer d'Issé se ramassent sans jamais s'épuiser. Le bois des palais venus des forêts luxuriantes près des sources se transporte sans jamais venir à manquer. Comme il en va des objets, ainsi en est-il de la voie de la poésie. Utanomichi mata onaji karubeshi. On aura beau donc, dit-il, accumuler les anthologies et les recueils poétiques, il y aura toujours des poètes qui échapperont aux ailes des compilateurs. Le sens est clair, mais je ne résiste pas au plaisir de vous donner le passage chinois parallèle de Chikatsune qui illustre bien le procédé de transposition philologique, fondement de la culture littéraire japonaise. Voici ici ce que dit Chikatsune. Konryo no tama, gyoku, il faut dire. Cependant, le jade du kunlun reste toujours en surplus, autant qu'on le ramasse. Le bois de la forêt de Dang, Torin no Zai, c'est un être mythique, personnification d'un animal imaginaire, d'une chimère, qui a jeté son bâton et s'est transformé en forêt. C'est un épisode qui a été repris après dans des romans chinois attribués à d'autres personnages. Donc le bois de la forêt de Dang ne s'épuise jamais autant qu'on le coupe. Dès lors qu'il en est ainsi des objets, il doit en être pareil pour le chant. On voit comment des allusions profondément ancrées en Chine, les monts semi-mythiques du Kunlun, et l'histoire, le Kunlun, ce sont ces monts qui sont dans l'est de la Chine, qui font à peu près le pourtour nord de la région himalayenne, n'est-ce pas, qui entourent le Taklamakan et se prolongent dans le Kansu. Donc les monts semi-mythiques du Kunlun et l'histoire du bâton du roi des animaux qui se transforma en forêt sont transposés dans la géographie de proximité, si je puis dire, la géographie de proximité japonaise, de la baie d'Issé au bois de Yamato. Les deux préfaciers en viennent ensuite à l'aspect factuel, administratif presque de la confection du recueil. Et on a ainsi la chance d'avoir la liste de ceux à qui l'empereur retiré confia le projet. Selon la préface, je les cite simplement très rapidement. Minamoto no Michitomo, Fujiwara no Ariie, Sadaiie, donc Teika, Fujiwara no Sadaiie, qui est Fujiwara Teika, Fujiwara no Ietaka, Fujiwara no Masatsune. Les critères de sélection sont d'abord repris des préfaces antérieures, sont distingués passé et présent, nobles et roturiers. Mais les mots qui suivent immédiatement apportent sur les textes précédents une nouveauté importante, qui montre que nous sommes dorénavant dans une autre période de la conscience poétique japonaise, en ce qui concerne les rapports de la poésie japonaise et de la religion. Alors que jusqu'à présent, et bien que, comme nous l'avons suffisamment remarqué, le bruit de fond bouddhique était indubitablement perceptible pour peu qu'on y prête attention, nous avons ici pour la première fois les Bouddhas mentionnés sur un pied d'égalité avec les dieux japonais, justement dans la liste des non-discriminations, n'est-ce pas, vous voyez Wakatazu, etc., après les nobles et les roturiers. Donc Takaki Yashikishito o Kirawazu, Meni mienu Kami Hotoke no Koto no Hamo, Ubatama no Yume ni Tsutaetaru Koto Made, Hiroku Motome, Amaneku Atsumeshimu. Le factitif, donc, c'est l'empereur qui a fait faire cela. Donc, les roturiers et les nobles, ainsi que les paroles, kotonoha, les feuilles des paroles, des dieux et Bouddhas invisibles au regard, menemi-enu, et jusqu'aux révélations des rêves, ubatama no yumeni tsutaetaru koto made. Ubatama, c'est comme nubatama, n'est-ce pas, ce qui a rapport à la nuit. Donc, et jusqu'aux révélations des rêves au plus noir de la nuit. Après une vaste recherche, il fit tout recueillir. Le chinois est un tout petit peu plus précis. Bon, vous voyez, je vous passe. Regardez simplement la deuxième phrase. Shimme no kotoba, Buddha no saku. Alors, faut-il lire saku ou ça ici? Ki yo hyosen ga tame, majiete onajiku osamu. Sans choisir entre nobles et vils, dit le chinois, supérieurs et inférieurs, il fit recueillir les sentences de Brocard et les textes de Jade. Les paroles de divinité, Shimme, c'est un synonyme de Shingi, vous savez, Jingi, nous l'avons déjà vu tout au début de ce cours, les paroles des divinités, les compositions des Bouddhas
afin de manifester l'invisible mystère, furent mêlées et pareillement incluses. Ce qui est présenté assez simplement en japonais comme les dieux et Bouddhas invisibles au regard, n'est-ce pas, Meni mienu kami hotoke no koto no hamo. Donc ce qui est présenté comme cela, les dieux et Bouddhas invisibles, est cette fois plus complexe en chinois, à cause de l'emploi que fait Chikatsune d'une locution qui est loin d'être insignifiante. Le composé ki, en effet, que nous voyons ici, ki, le ki de mare, n'est-ce pas, et le i de ebisu, est une citation immédiatement reconnaissable, bien qu'inversée, du Tao Te Ching, du Dodokyo, de Lao Tzu, le début du 14e chapitre, où la voix est décrite, ou plutôt non décrite, puisque ce sont enfin vous allez le voir, presque de l'apophatisme, est décrite par trois attributs. Miredomo miezu, nazukete, itoiyu. Kikedomo, kore o kikedomo, pardon, kore o miredomo, kore o kikedomo, kikoezu, nazukete, kitoiyu. Alors là, on peut lire toredomo ou utedomo selon les commentateurs. Je préfère toredomo ezu, kore o nazukete, mi to iyu. Arrêtons-nous là pour l'instant. On la regarde sans la voir. C'est la voix, n'est-ce pas? Elle est dite lisse. I, ici, a le sens de... bon, je n'en reviendrai pas là-dessus, lisse. On l'écoute sans l'entendre. Elle est dite infime. On l'attrape sans la prendre. Elle est dite indiscernable. N'essayons pas d'entrer plus avant dans ce texte cryptique qui inspire encore des interprétations peu raisonnables. Je ne sais pas si vous le savez, depuis le XIXe siècle, je crois que le premier, c'est Abel Rémusat, me semble-t-il, qui a lancé cette idée, en prenant les caractères donc i, ki, mi ou bi en japonais, n'est-ce pas, ikibi, qui se prononce en chinois, qui se prononçait en chinois moderne, i, shi, wei. Les sinologues français ont dit que c'était les trois syllabes qui formaient le mot Jéhovah, n'est-ce pas? Yahvé, Jéhovah, Yahweh, c'est-à-dire le nom hébraïque, le nom hébreu de Dieu, et pensant qu'il était donc codé dans le Tao Te Ching le nom du Dieu des Juifs et des chrétiens. Il est utile de vous dire que c'est une idée qui a eu beaucoup de succès chez les missionnaires, mais on la trouve encore maintenant articulée chez certains ésotéristes. Remarquons qu'en choisissant cette expression pour décrire les compositions poétiques des dieux japonais et des Bouddhas, Chikatsune, en bon lettré chinois, fait intervenir la dernière des trois doctrines qui se partagent la vision continentale du monde, c'est-à-dire le taoïsme. Le taoïsme n'est pas présent explicitement dans les textes japonais, mais vous voyez qu'ici, il y est. Et si vous remarquez aussi, tout à l'heure, j'ai parlé des Gosai, Gosai Rikujo, n'est-ce pas? On dit Rikujo et pas Rokujo dans ce cas-là, puisque c'est un terme confucianiste. Donc les 5 relations et les 6 sentiments, c'est un terme confucianiste cette fois. Si bien que Chikatsune mélange vraiment les 3 religions, les 3 doctrines, Sangyo, n'est-ce pas, Mitsuno Shie, dans sa préface. Là aussi, c'est typique d'un lettré chinois. On voit à quel point Chikatsune est sinisé lorsqu'il s'exprime en chinois. On comprend bien sûr qu'il n'y eut pas lieu de rendre ce passage en japonais, ce qui aurait été de toute façon fort difficile. Mais remarquons qu'en tant que description de la voix, Michi, qui inclut évidemment la voix de la poésie pour les lettrés japonais, ce passage était fort bien indiqué, et ce d'autant plus si on lit la suite. Vous voyez, Kono mitsu naru mono wa, no mitsu wa, shikitsu subekarazu, yueni, konjite, itsu, il faut lire en kanon, n'est-ce pas, itsu tonasu. Donc, ces 3 ne suffisent pas à le contenir, ces 3 termes, ces 3 attributs ne suffisent pas à le contenir ou à la contenir, la voix. C'est pourquoi ils sont mélangés pour en faire un seul. Il me semble difficile d'ignorer la proximité de sens des 2 caractères kon et zatsu, n'est-ce pas, majiede. Et vous voyez que tout à l'heure, vous aviez dans la préface de Chikatsune Majiete Onajiko Osamu. Ici, c'est un synonyme. Donc, il me semble difficile d'ignorer la proximité de sens des 2 caractères kon et zatsu, réunis tous 2 dans une même lecture japonaise, Majiyu, et on peut penser que Chikatsune l'ignorait encore bien moins. Bien que les commentateurs aient évidemment remarqué l'allusion au Tao Te Ching, au Dotokyo donc, on n'en a pas encore tiré les conséquences herméneutiques,
qui font que l'unicité décrite par la réunion des 3 attributs, ou des 2 explicites dans la préface chinoise du Shinko Kinshu, s'applique à la voix de la poésie. Ce Mitsu wa Majiete Itsutonasu, ou Majiete Onajiku Osamu, et donc elle est ainsi mise au niveau de la voix ineffable du Tao, une unité transcendant la distinction entre dieux et Bouddha. Notons aussi, toujours pour ce qui est des poèmes shinto et bouddhiques, que les préfaciers n'abordent pas de prime abord la création poétique concernant ces 2 religions, mais les poèmes composés par les dieux et les Bouddhas eux-mêmes, n'est-ce pas ? Nous l'avons vu, nous venons de le voir, n'est-ce pas ? No koto no hamo, ubatama no yume ni tsutaetaru koto made. Ce qui est très différent et donne une toute autre dimension à leur choix. Comment ne pas accorder quelque importance à un art auquel participent les entités les plus élevées de notre univers ? On relèvera le terme très concret de saku, qu'utilise Buddha no saku, qu'utilise Chikasune pour parler des compositions poétiques des Bouddhas, étonnant par sa trivialité, saku, hotoke no saku, c'est comme si uta o tsukuru, n'est-ce pas, qui implique presque l'écriture, étonnant par sa trivialité en regard du mot kotoba qu'il réserve aux dieux. Ce mot est même si trivial que l'on pourrait se demander si le préfacier n'a pas joué aussi sur son sens spécialisé bouddhique, qui, avec la lecture sa et non saku, signifie opération, agissement, opérativité, c'est-à-dire la mise en œuvre de la puissance, riki, chikara, riki, de la force potentielle qui est celle des Bouddhas, comme de tous les êtres d'ailleurs, chacun à son échelle, et qui est l'une des 10 incités, les Junyose. Je ne vois cependant aucun commentateur relever ce point, et il devrait rester pour l'instant à l'état d'hypothèse. Il serait pourtant intéressant d'essayer de la confirmer. Car, nous l'avons vu, et nous le reverrons très prochainement, l'activité poétique des dieux se manifeste dans les révélations orales, taksen, que ce soit sous forme de voix venant de nulle part ou d'apparitions en rêve accompagnées de la récitation du poème. Il n'y a évidemment pas d'explication théorique de ce phénomène dans le cadre du Shinto, qui, nous l'avons vu, dans les poèmes qui en relèvent, privilégie le relevé des manifestations concrètes de la présence ou de l'intervention des dieux, les shirushi, sans en chercher le fondement ontologique. En revanche, attribuer la composition littéraire saku à l'opérativité sa de la puissance riki des Bouddhas représenterait une mise en perspective séduisante du point de vue doctrinal de l'activité poétique. Or, que le rapport entre les 2 incités et les dieux et Bouddhas ait été mis en relief par les poètes contemporains de Chikasune, nous en avons la preuve formelle grâce à 2 poèmes de Jien. Je vous les donne ici. Le premier porte sur le chapitre 21 du Lotus, les pouvoirs miraculeux de l'Ainsi Venu. Et sous l'exergue, il manifesta ses grands pouvoirs miraculeux, Daijin Riki o Arawasu, Genzu, vous voyez ici. Nous avons le poème qui s'énonce ainsi. Tomade no kami no chikara no kiku minori, genizo hotoke no shirushi narikeru. Tomade no kami no chikara no kiku minori, genizo hotoke no shirushi narikeru. Ce n'est pas un très beau poème, n'est-ce pas, puisqu'il reprend le chiffre de 10, mais jusqu'à 10 agissent les forces des dieux, en la loi réelle, entendons-nous. Preuve véritable de ce qu'est l'éveillé. Vous voyez avec quel art, même s'il n'est guère poétique, Jien joue ici avec le caractère Shin-Kami, qui est dans la citation du Sutra du Lotus, n'est-ce pas, qui se trouve dans l'exergue, pour transférer comme attribut des divinités ce qui est par excellence l'apanage des Bouddhas. En utilisant le caractère Kami, cette Chikara passe au Dieu, n'est-ce pas? Ce qui est l'apanage des Bouddhas, c'est-à-dire les 10 forces Juriki, d'Ashabala en sanskrit. La caractéristique des Bouddhas est ainsi partagée par les dieux japonais grâce au miracle de la lecture poétique. Remarquons en passant que l'emploi du mot shirushi, le miracle ou le signe, dont nous avons vu l'ambivalence selon qu'il s'applique aux dieux ou aux Bouddhas, n'est pas anodin dans ce poème, car il permet justement de le faire correspondre aux 2 dimensions du Honji Suijaku, à la base originelle des Bouddhas comme à l'émanation des Kami, ceci à travers l'audition, le jeu de mots sur Kiku du Sutra du Lotus. Chikara no Kiku,
et kiku minori, la loi que l'on entend, et chikara no kiku, c'est-à-dire la puissance effective, la puissance qui agit. Vous voyez qu'il y a un sens un jeu de mots sur les deux sens de kiku. Mais afin de montrer que ce premier poème n'est pas une simple passade de Jien, ni de son commentateur, c'est-à-dire moi-même, nous retrouvons dans les poèmes qu'il a composés sur les 10 incités, les Jiu-Nyose, celui-ci, sur l'incité de force, Nyose Riki, qui vient pleinement confirmer notre première lecture. Kami hotoke, hitomademo, sono chikara ni te. Alors là, nous avons nasu koto wa naru, mono to shirazuya. Nasu koto wa naru. Vous voyez, c'est saku, ça. Pour dieux et Bouddha, les hommes même, c'est par leur force que ce qu'ils font se réalise. L'ignoreriez-vous donc? Nous avons ici le verbe japonais nasu, lecture explicative de sa opposé à force. Sa ou saku se lit nasu ou tsukuru. Alors, c'est une chose bien connue. Vous savez que ça se lisait nasu dans les écoles du sud de Nara et tsukuru dans les écoles de Kyoto, du nord. Mais évidemment, les poètes reprennent les deux traditions. Cette double mise en parallèle du couple Riki-Sa avec les dieux et les Bouddhas, et les hommes aussi, devrait confirmer ce que je présentais tout à l'heure comme une hypothèse, à savoir que l'emploi du caractère saku par Chikatsune n'était pas aussi trivial ou maladroit qu'on pouvait le supposer. Il s'insère en réalité dans une réflexion bouddhologique dont les poèmes d'un moine aussi considérable que Jien, donc et exactement contemporain, n'est-ce pas, transmettent effectivement la substance. Nous verrons avec les premiers poèmes des rubriques des dieux et du bouddhisme que la remarque qui apparaît ici comme faite en passant est loin d'être gratuite et concerne même un trait fondamental de cette nouvelle anthologie. Pour résumer, si nous prenons au sérieux, c'est-à-dire au-delà d'une simple alternance de vocabulaire, l'emploi du mot saku, sa, par Chikatsune, en regard du mot shi, kotoba, le premier attribué au dieu, le second au kami, et si nous les reconsidérons à la lumière des deux poèmes de Jien, qui est non seulement un contemporain, mais aussi un membre éminent du cénacle des rédacteurs du Shinko-Kinshu, nous découvrons une véritable relation de causalité explicative entre les deux termes. Les paroles kotoba, c'est-à-dire la langue japonaise, sont le mode opératoire des dieux du Japon, l'un des signes, shirushi, les mieux perceptibles de leur interaction avec les hommes, tandis que saku, sa, tout en signifiant aussi, bien sûr, composition, a le sens plus fondamental d'opération, de mise en acte de la puissance incommensurable des Bouddhas, le signe de cette opération étant principalement les poèmes des dieux. La mise en relation savamment orchestrée par Jien du caractère Shin, Kami, qui apparaît dans le Sutra du Lotus, bien évidemment dans une autre acception, celle de divin, miraculeux, surnaturel, avec l'acception proprement japonaise de Dieu du Japon, dans le cadre des relations entre les deux incités de Riki et de Sa, vient souligner ce rapport et permet de l'insérer dans le cadre de la doctrine bouddhique générale, et non seulement dans celui de la théorie du Honji Suijaku. Revenons à nos deux préfaces. Nous passerons sur la description du travail éditorial, qui n'apportera rien concernant directement notre propos, pour arriver à la discussion du contenu, c'est-à-dire des poèmes eux-mêmes. Il n'y a malheureusement que 2 lignes, à peine, qui se rapportent à leur aspect religieux, mais il nous faut lire tout le paragraphe pour mieux les saisir. Ce paragraphe constitue le morceau de bravoure de la préface japonaise, mêlant les vers de plusieurs poèmes pour en faire un résumé de l'anthologie. C'est la continuation d'un exercice dont la préface du Kokinshu a donné le modèle et que l'on retrouve aussi dans les préfaces de recueils individuels comme ceux de Jien. Nous n'aurons pas le loisir de citer l'intégralité des poèmes dont les vers composent cette mosaïque, chaque vers étant pris au premier poème ou à l'un des premiers poèmes de chaque rubrique. Et nous nous contenterons de traduire en suivant le texte. Je ne vais pas lire parce qu'il ne reste pas. Vous suivrez le texte. Donc, Harugasumi tatsu tatsuta no yama, n'est-ce pas? Vous voyez encore la double fonction du mot tatsu ici. Niwa hatsu hanao shinobu yori, etc. Du souvenir des premières fleurs sur les montagnes de Tatsuta, le Makura Kotoba, le mot oreiller de Yamato, sous les brumes du printemps, de l'été où le coucou, hôte des bois divins, Kamunabi, Kamunabi no Uguisu, appelle sa compagne, de l'automne où les feuilles d'érable de Katsuragi, c'est un peu comme Tatsuta entre Yamato et Kawachi, donc les feuilles d'érable de Katsuragi se dispersent au vent jusqu'à l'hiver où, à l'an finissant, les neiges recouvrent le haut pic du Fuji, éblouissant de blancheur.
Shirotae no Fuji no Takane ni Yuki Tsumuru. Ce sont autant d'émotions suscitées par l'occasion. Mina ori ni furetaru nasake naru beshi. Vous voyez, ça rappelle un passage de la préface du Kokinshu aussi, sauf que nous avions tsukeru, tsukete au lieu ici de furu furetaru. C'est-à-dire donc c'est le contact, en quelque sorte, le contact avec le monde extérieur qui provoque dans la pensée le poème. Nous avons ici résumé en une seule phrase les 4 premières rubriques des saisons qui occupent les livres 1 à 6. Ensuite, ça continue comme ça, je vous donne ici, donc Shikanomi Narazu, et ce n'est pas tout, ce n'est pas fini. Et vous voyez ici les différentes les allusions à chaque poème de chaque livre, et je vous mets entre parenthèses les rubriques, les butatés auxquelles ils se rapportent. Je vous lis cette traduction. Et en outre, regardons au loin, du haut du palais, pour connaître la condition du peuple. Comparant les humains à la rosée au bord de la feuille et à la goutte d'eau sur la racine pour comprendre le monde, se désolant de la séparation sur la route bordée de piliers précieux, songeant à la capitale sur la longue route qui me ramène des confins, amoureux de la personne lointaine sur les hauteurs de Takama, épris d'un renom impérissable comme le pont de Nagara, rien de ce qui émeut le cœur à l'intérieur ne reste inexprimé en paroles à l'extérieur. Donc vous voyez en effet regardant du haut du palais, c'est les célébrations. Le caractère éphémère de la rosée et de la goutte d'eau, ce sont les lamentations. Les Tamaboko no Bichin, la route que j'ai traduit ici par la route bordée de piliers précieux, mais vous savez que ça a un autre sens tout à fait différent, qui indique le voyage. Ensuite, la séparation, ensuite les voyages et les amours, puis les miscellanées. Donc, chaque bribe de vers rappelle successivement l'un des livres de la compilation, avec la dernière phrase qui nous revoit aussi à la préface de Kinotsuda Yuki, elle-même inspirée de la grande préface du livre des Odes, du Shikyo, n'est-ce pas? Kokoro no uchi, kokoro uchi no ugoku et kotoba hokani ou kotonoha kotoba hokani arawaru toいうのは, ceci se trouve directement inspiré du chinois et on le retrouve déjà dans le Kokinshu. Nous arrivons ainsi aux 2 derniers livres. Vous voyez qu'ici, jusqu'ici, nous avions les modèles standards, si j'ose dire, et nous voici ici aux 2 derniers livres avec ce Iwamiya. Il y a une espèce de progression. Iwamiya, donc bien plus encore. Sumiyoshi no Kami. Alors, Sumiyoshi no Kami wa katasogi no koto no ha o nokoshi. Dengyo daishi wa wagatatsusoma no omoyu no betamaeri. Bien plus encore, le dieu de Sumiyoshi a laissé les feuilles de ses paroles sur les poutres croisées, c'est Katasogi no Chigi, n'est-ce pas? C'est les poutres croisées et coupées droit de leur sanctuaire. Bon, je n'insiste pas sur le côté architectural que je serais bien incapable de vous expliquer. Vous savez que les Chigi sont ces espèces de planches en X que l'on a au sommet sur les toits des sanctuaires Shinto. Donc, le dieu de Sumiyoshi a laissé les feuilles de ses paroles sur les poutres croisées, et le grand maître de la transmission de la loi, Dengyo Daishi, a exprimé la pensée qu'il avait en établissant son temple. Nous ne saurons rien de plus sur les intentions qui ont présidé à la constitution des 2 dernières rubriques, comme du choix des poèmes, donc la rubrique des dieux et la rubrique de la doctrine bouddhique. Nous pouvons tout au plus remarquer qu'en prenant l'exemple de Sumiyoshi, le préfacier choisit un sanctuaire qui joue un rôle particulier dans la poésie japonaise, tandis que Saicho Dengyo Daishi, le fondateur du Tendai, dans le poème Wagatatsusoma, vous connaissez ce poème que je vous ai déjà cité plusieurs fois, Anokutara Samyaku Sambodai no Hotoketachi, Wagatatsusoma ni Myogao Ataetamae. C'est-à-dire, c'est un poème qui n'en est pas un en réalité, puisque les 2 premiers vers sont composés d'un très long mot sanskrit, et ensuite vous avez myoga, qui est aussi un terme sino-japonais qu'on ne trouve pas dans les waka. C'est un poème presque par antithèse. Donc, mais ce poème est fort souvent cité dans le même genre de contexte, alors que Saicho est fort peu estimé en tant que poète.
Il est certain que c'est son rôle comme fondateur du Tendai, de Saicho, donc l'école dont la pensée domina toute la période de Heian, et dont se réclamaient la plupart des lettrés de l'époque, sans compter les moines poètes, qui lui vaut d'être ainsi constamment cité comme exemple typique de la poésie bouddhique japonaise. Le paragraphe se termine sur ces mots. De cette façon, il n'y a sans doute que cette voie de la poésie pour manifester le cœur des hommes du passé, qui nous est inconnu, et pour connaître ce qui est au-delà des frontières, que nous ne verrons jamais. Shiranu mukashi no shito no kokoro mo arawashi, yukite minu sakai no hoka no koto o shirushi omo shiru wa tadako no michi narazu. Cette note sur ce que nous pourrions appeler l'aspect cognitif de la poésie, soulignant l'accès qu'elle nous donne à ce qui est éloigné, aussi bien dans l'espace que dans le temps, est originale dans l'ensemble des préfaces d'anthologie japonaise, d'anthologie impériale, en ce qu'elle insiste sur une sorte de rupture de continuité entre la mentalité des anciens et des modernes, cela étant aussi éloigné de ceux-ci que les étrangers peuvent l'être des Japonais. Nous avons bien évidemment envie de voir comment cette idée est tournée en chinois, mais justement, la préface chinoise est ici infiniment plus concise, se contentant d'esquisser le contenu en termes tirés du livre des Odes et de l'anthologie littéraire, le Monzen, n'est-ce pas? Donc vous avez le Shikkyo et le Monzen qui est rappelé dans cette brève phrase. Approximativement, à l'endroit où la préface japonaise insiste sur l'unité du waka pour connaître l'ailleurs ou l'étranger, nous avons presque exactement l'inverse, puisqu'une phrase énonce le devoir d'un empereur à l'égard de la poésie japonaise en ces termes. Alors, on serait tenté de dire Nichiiki, mais les commentateurs font lire cela Jichiiki, Jichiiki, Chote no Honshu Nari, Ikadeka, Wayakuni no Shuzoku o Shozezana. En tant que souverain premier, en tant que souverain originel, Honshu, c'est-à-dire par rapport à l'empereur régnant, c'est l'empereur retiré ici, c'est Gotoba no In, n'est-ce pas? En tant que souverain premier de l'empire japonais, comment ne pas apprécier les mœurs de notre pays? L'empereur se doit de favoriser la poésie japonaise car elle constitue l'éthos, la manière d'être japonaise par excellence. Ce terme de shuzoku, mœurs, coutumes, ethos, appliqué au waka comme le comportement le plus japonais qui soit, se retrouve aussi bien chez Jien que ses émules et commentateurs. Sa pratique est ce qui différencie le mode d'être autochtone de la voie des lettrés continentaux. Il est donc éminemment l'objet de l'attention d'un souverain retiré. N'oublions pas qu'à travers les préfaciers Chikatsune et Yoshitsune, c'est l'empereur retiré Gotoba qui parle. Un empereur retiré, donc, qui, s'il n'a plus de légitimité de conseiller sur les affaires politiques, comme le dit la préface chinoise un peu plus haut, se doit de se consacrer à l'essentiel. Remarquons en passant l'habile usage du terme honshu, moto no nushi, qui ne peut que résonner ici dans un recueil tel que le Shinko Kinshu, qui en est pratiquement imprégné, avec le honji de Honji Suijaku. Et d'ailleurs, on trouve dans d'autres textes le terme de honshu appliqué à Dainichi Nyorai, n'est-ce pas, comme le honshu du Yamato no Kuni. Donc c'est à la fois, là encore, Chikatsune joue sur les mots, et ce terme qui s'applique en principe à l'empereur retiré, donc qui est l'empereur originel par rapport aux empereurs régnants, effectivement, qui vont se succéder très rapidement dans cette période un peu agitée, n'est-ce pas? Eh bien, il reste stable comme une sorte de Nyorai, n'est-ce pas? Comme une sorte de Bouddha primordial. Nous pouvons donc dire, à la lecture de ces deux préfaces, que nous restons quelque peu sur notre faim. Elles ne nous donnent pas de renseignements directs, explicites, sur les rapports entre dieux et Bouddha, entre sutra et poésie japonaise, tels que les concevaient les rédacteurs, et tels qu'ils vont se développer concrètement dans les deux rubriques qui les concernent. C'est pourquoi il me semble important de chercher ailleurs pour découvrir des traces de la pensée qui les inspirait. Et la meilleure autorité à laquelle nous puissions nous adresser est justement Jien, l'un des poètes les plus cités de l'anthologie, qui nous a donné dans une préface, alors on ne sait pas exactement si c'est une préface ou une postface, c'est très disputé par les derniers commentateurs des œuvres complètes de Jien, les professeurs Ishikawa Hajime et Yamamoto Hajime, mais je vais
pour ma part, considérer qu'il s'agit bien d'un texte, en tout cas relié au Ronyaku Gojishu Utawase, c'est-à-dire un recueil poétique qui a été fait précisément vers cette période de la compilation du Shinko Kinshu, auquel participait l'empereur lui-même. Donc, dans une de ses préfaces, à l'un de ses recueils poétiques, il consacre des lignes précieuses pour sa conception de la poésie, non seulement bouddhique, mais japonaise en général. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, tant c'est un texte qui me paraît important, et je n'en donnerai ici que ce qui me semble pertinent à notre propos. Je ne vais pas vous le dire, je l'ai découpé en phrases pour que vous puissiez lire phrase par phrase, n'est-ce pas ? Jien commence par définir le rapport entre langue japonaise et waka comme presque ontologique. La langue japonaise, Yamato Kotoba, la langue japonaise a prospéré comme mode d'expression. Vous voyez ici, Wayakuni no kotowaza toshite sakan nado. Kotowaza a prospéré comme mode d'expression de notre royaume. En 5 vers de 5-7-5-7-7 syllabes sont exprimés les 5 éléments et les 5 agents, Godai, Gogyo. De l'authentique comme du vulgaire, il n'y a rien qui en soit laissé de côté. Pour la vérité authentique, il n'y a rien qui soit séparé des 5 éléments. Cela va du corps ou décor de Bouddha jusqu'au végétal inanimé. Vous voyez ici, Hijo Somoku, Nitaru. Jusqu'au végétal inanimé. Pour la vérité vulgaire aussi, il n'y a rien qui soit séparé des 5 agents. Cela va du ciel et de la terre jusqu'aux mers et aux montagnes. Les 5 éléments sont évidemment des conceptions parfaitement bouddhiques, c'est-à-dire Chisuika Fuku, c'est-à-dire la terre, l'eau, le feu, le vent et le vide, alors que les Gogyo, les 5 éléments, les cinq agents, c'est évidemment ce que vous avez dans par exemple, Mokkado Kinsui, c'est-à-dire le bois, feu, terre, métal, eau, les noms des jours de la semaine, et qui appartiennent, eux, à la cosmologie chinoise. Dans ces premières lignes sont clairement posés les principes herméneutiques qui président à la compréhension du waka. Et soulignons qu'il s'agit bien du waka en général, non pas du seul genre restreint de la poésie à thème bouddhique. Il s'agit d'abord de l'acte de langage japonais par excellence. Et Jien reprend sans doute possible ici le terme de kotowaza dans l'acception que lui avait donnée Shunzei dans sa préface du Senzaishu. Il va même jusqu'à donner le sens de poème japonais au terme plus général de langue japonaise, Yamato Kotoba, en une assimilation radicale qui énonce clairement que la forme poétique est l'expression parfaite de la langue. Dans la seconde partie de cette citation, il énonce une correspondance encore plus grandiose, à laquelle nous nous sommes souvent référés pour interpréter les poèmes, et qui reste une clé de lecture indispensable pour comprendre la poésie ancienne, à condition cependant de ne pas la suivre inconsidérément, mais de s'en tenir aux principes qu'elle indique. Les poèmes se rapportent à la fois à la dimension réelle, accessible par la doctrine bouddhique, et la dimension phénoménale, celle qui se perçoit dans une vision du monde superficielle. La répartition que suggère Jien entre les thèmes correspondant à chacune des deux dimensions est on ne peut plus significative. La vérité suprême s'étend du corps de Bouddha, et donc à tous les niveaux de ce corps. Vous savez qu'il y a 3 corps de Bouddha, 3 niveaux de corps de Bouddha, ou bien 5 dans le Tendai, jusqu'au végétal inanimé. Je ne voudrais pas me lancer ici dans un examen trop détaillé de ce terme. On me permettra de sauter à la conclusion et de dire qu'il ne peut s'agir que d'un oxymore, une contradiction dans les termes. Car dans le bouddhisme Tendai que professait Jien, et à son époque, le végétal n'était précisément plus tenu pour inanimé, et qu'il était considéré comme pourvu de la nature de Bouddha. C'est pas Somoku, Kaijo, Butsu. Ils ont le Busho, la nature de Bouddha. Et ils ont donc un kokoro. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement, puisque Jien le classe explicitement sous la vérité authentique. Ici même, n'est-ce pas? Vous voyez que Shintai va jusqu'à Shijo Somoku. Donc il le classe explicitement sous la vérité authentique, ce qui serait incompréhensible s'il le tenait pour inanimé. Ainsi, le thème du végétal dans la poésie correspond à la vérité suprême, en ce qu'il est à voir à la lumière de l'éveil qu'il connaîtra un jour. En revanche, le monde géographique que l'on voit ici avec les umi, n'est-ce pas, yama, etc., ametsuchi yori umi yama ni oyobu,
Donc ce monde du phénoménal, c'est celui où demeurent les hommes et où opèrent les dieux, si nous nous plaçons dans la doctrine bouddhique. Et dans le courant même qui professe que le végétal atteindra l'éveil, il s'agit de ce que l'on appelle le monde réceptacle, ki seken, utsuwa no seken, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est dans tous les textes bouddhiques qui s'occupent de cette question, le monde réceptacle, c'est la terre, la mer, les montagnes, etc., et les fleuves. C'est là que les êtres vivants reçoivent le fruit de leurs actes. Dans le cadre de la pensée du Honji Sujaku, il n'est pas difficile de voir comment les deux vérités s'articulent. Jien ramène ensuite comme de juste la langue japonaise à son origine divine. Aussi, au royaume du grand Yamato, où le soleil est au zénith, vous suivez sur le texte japonais, après que la fertile plaine des roseaux eût été dégagée et ouverte, un rappel que nous avons vu aussi tout à l'heure de la création du monde et du Japon, l'auguste langue des dieux y fut transmise, et en dehors d'elle, il n'est nulle parole qui la précéda. Donc ici, le lien ontologique entre le Japon et la langue japonaise. Il esquisse ensuite une comparaison entre les trois langues connues des lettrés japonais. Je n'y reviens pas ici, mais je rappelle seulement cette phrase. Si l'on réfléchit à ce principe, Kotobadi o Omouni, les gens de ce royaume, le Japon, n'ont pas le moins du monde à estimer que la voix de la vérité japonaise, de la poésie japonaise, sous le prétexte qu'elle est étrangère aux lettres chinoises, soit secondaire. Uta no michio tsugi ni omou bekarazu. Il ne doit pas estimer qu'elle soit secondaire. Il ne s'agit que des coutumes, fuzoku, vous voyez que fuzoku, c'est comme shuzoku tout à l'heure, de la préface de Chikatsune. Il ne s'agit que des coutumes de pays différents. Il n'y a pas lieu d'y ajouter supériorité ou infériorité. La fonction salvifique de la poésie japonaise est manifeste. Ceux qui estiment, je vous ai mis les caractères pour que ce soit un peu plus facile à lire. Ceux qui estiment que la voix des poèmes est telle que nous la disons formeront l'idée de renoncer au tumulte, l'idée d'aspirer aux endroits solitaires, l'idée d'entrer dans la voie de Bouddha, l'idée de se séparer des passions, et, arrêtant sur ce propos leurs pensées, ils y détermineront inférieur et supérieur. Je ne ferai que paraphraser la suite, qui est trop complexe pour que nous la lisions ici, toute la phrase en la commentant. Jien esquisse un parallèle entre la progression dans la poésie, dont l'un des thèmes majeurs est la louange des lieux du Japon, lieux dont la vraie nature se révèle peu à peu, de même que les feuilles des mots de la langue japonaise permettent d'entrer dans la voie de Bouddha. C'est ce qu'il est. Vous voyez ici, Wayakuni no koto no ha yori hotoke no michi e iran to kokorozashi haberu koto. C'est par la langue japonaise que l'on entre dans la voie de Bouddha. Ici, le lien est manifestement fait. Langue et lieux sont donc étroitement liés, et cette progression sera illuminée par les dieux et les Bouddhas. C'est la phrase finale. Kamimo hotokemo terashita maurame to oboe haberiten nan. Donc c'est la dernière phrase de Jien qui nous ramène exactement au propos de la préface et de l'intention du Shinkokinshu. Puisse ce recueil être... C'est Jien qui parle, n'est-ce pas? Il fait allusion ici expressément au Shinkokinshu dans cette préface. Puisse ce recueil être élevé au rang de complément du Shinkokinshu, Shinkokin no gu ni okoshitate rarete, sue no yo ni todome haberabaya, et être conservé dans les âges à venir. Donc vous voyez que ce texte, qui n'est pas du Kokinshu, mais se présente comme un complément du Kokinshu, est une justification beaucoup plus approfondie des deux derniers livres du Kokinshu, et je voudrais donc vous inviter à les lire en quelque sorte comme une préface de ce recueil. Je vous remercie pour aujourd'hui.